Bonjour à tous et à toutes. Je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Louise Andrieux. Je travaille pour la chaîne de télévision Arte, que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous connaissez Arte, les élèves? Ça vous parle? Ok. Et donc, en fait, Arte propose une ressource qui s'appelle Educarte, qui est donc disponible dans votre établissement scolaire. Et via cette ressource, vous avez accès donc à de très nombreuses vidéos, documentaires et également la possibilité de faire vos propres extraits et vos propres cartes mentales. Et vos enseignantes donc se sont inscrits en fait à un projet pédagogique donc sur l'Union européenne pour pouvoir du coup travailler ce thème avec vous et vous donner l'opportunité de rencontrer donc notre intervenante aujourd'hui qui s'appelle donc Madame Adina Revol, qui est porte-parole donc de la Commission européenne en France. Et je vais ensuite la laisser se présenter. Peut-être que au niveau des classes, si les micros fonctionnent bien, vous allez pouvoir dans quelques secondes aussi vous présenter à Madame Revol. Juste les enseignantes qui sont là, juste dire voilà votre niveau et peut-être le nom de l'établissement et où il se situe, si ça vous convient. Et avant ça, je vais juste vous expliquer techniquement comment ça va se passer et deux, trois petits détails sur les modalités. Donc, l'idée, c'est que tout le monde ferme bien son micro lorsqu'il y a quelqu'un qui parle et de pouvoir l'ouvrir lorsque vous prenez la parole. Vous, les élèves, vous allez pouvoir vraiment poser toutes vos questions à Madame Revol et donc vous déplacer en fait au micro pour poser vos questions, pour qu'elle vous entende bien. Sauf si vous avez un super micro dans la classe qui va très loin, je ne sais pas si c'est le cas. Donc voilà, vous venez au micro, vous vous déplacez, vous posez votre question à Madame Revol, elle vous répond. Vous pouvez rester pour réagir, bien sûr, et interagir avec elle. C'est vraiment le but de cet échange. Et si vous ne souhaitez pas, du coup, que votre visage apparaisse à l'écran, vous pouvez aussi mettre votre masque, puisque cette rencontre va être donc enregistrée et elle sera mise en ligne donc, sur le site d'Educarte. Donc, elle ne sera pas mise en ligne sur le site d'Arte ou publiée à l'antenne de télévision d'Arte, soyons clairs, mais elle sera bien mise en ligne donc, sur le site Educarte, qui est disponible pour de nombreuses classes et de nombreux autres lycées en France et en Europe, et dans le monde d'ailleurs, puisqu'on est aussi donc, dans des lycées à l'étranger. Donc si vous ne souhaitez pas figurer à l'écran, soit vous mettez votre masque, soit bien sûr vous pouvez aussi nous envoyer un mail derrière et on pourra flouter vos visages aussi. Mais bon, je vous rassure, on ne voit pas très très bien le détail non plus. Donc, passé ces considérations juste techniques, je vous propose peut-être les classes juste de dire deux mots sur d'où vous venez et le niveau de la classe. Peut-être les enseignantes, ça vous convient de faire comme ça ou... On est la classe de Madame Rosero, qui est une super prof d'histoire géopolitique. On vient de l'Orgue et on est la classe de première, voilà. Et on est mélangé parce qu'il n'y a pas de classe. Spécialité géopolitique. Ok, super. Donc, une classe de première de l'Orgue, spécialité géopolitique, avec une super prof, donc Dixit, cette élève qui est Madame Rosero. Et juste pour la suite, je vous recommande de vous rapprocher un peu du micro parce qu'on vous entend, mais assez loin. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir un peu plus loin, là, dans le couloir, un peu plus proche, pardon, dans le couloir pour vous rapprocher. Super, merci beaucoup la classe de l'Orgue. Et du coup, peut-être la classe de Madame Agostini. Allez, hop. C'est la classe de Bossuet. Voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, je vais laisser la parole à Adina Revol pour se présenter et voilà, et vous présenter brièvement ce qu'elle fait. Et ensuite, peut-être, on a déjà reçu vos questions un peu en avance. Une fois que Adina Revol aura fait son introduction et se sera présentée, on va peut-être vous dire un peu les 4 grands thèmes qu'on a identifiés dans toutes vos questions pour pouvoir un peu les faire par ordre thématique. Donc, Adina Revol, je vous laisse la parole pour vous présenter.
Bonjour, merci beaucoup et merci pour votre intérêt pour l'Union européenne. Merci d'être présent ce matin, si nombreux. Et encore une fois, j'ai reçu un certain nombre de questions ce matin et je vois que vous êtes déjà assez bien calés sur les thématiques d'intérêt aujourd'hui pour l'Union européenne. Alors, qui suis-je? Je suis Adina Revol, je suis la porte-parole en France de la Commission européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire porte-parole en France de la Commission européenne? Cela veut dire que je travaille pour la représentation en France de la Commission européenne, puisque la Commission européenne, elle n'est pas que à Bruxelles. On entend souvent la Commission de Bruxelles. Alors, la Commission de Bruxelles est aussi sur le terrain. Elle est en France. Et elle est aussi dans tous les États membres de l'Union européenne, dans les 27 États membres de l'Union européenne. En France, elle est à Paris et puis aussi à Marseille, donc pas très loin de chez vous. Donc, elle est sur le terrain. Donc, moi, je travaille pour la Commission européenne sur le terrain parce qu'une représentation, c'est une représentation de la Commission européenne sur le terrain. C'est-à-dire que mon job, c'est d'humaniser d'une certaine façon cette Commission de Bruxelles sur le terrain. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, j'ai vu que vous avez plein de questions sur ça, donc je vais vous expliquer en détail. Alors, d'où je viens? Je suis née en Roumanie, de l'autre côté du rideau de fer. Je sais que vous êtes tous nés dans les années 2000, donc pour vous, le rideau de fer, c'est une notion historique. Pour moi, c'est une réalité puisque je l'ai vécu. Donc, j'ai vécu dans un régime totalitaire, le régime de Ceausescu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, je suis née il y a 40 ans, justement, dans un pays totalitaire. Donc, j'ai vécu le manque de liberté. J'ai connu voilà, le manque de prospérité aussi, puisqu'on était, là, rationnés. On n'avait pas toute la prospérité alimentaire, par exemple, que nous avons aujourd'hui. Le pain a été rationné, par exemple, juste pour vous donner un exemple de vie sous le communisme, et la parole n'était pas libre. Alors, il y a eu la révolution roumaine au début des années donc en 89. Et puis, au début des années 90, la Roumanie a commencé son chemin européen, euro-atlantique, avec l'adhésion à l'OTAN et plus tard à l'Union européenne en 2007. Et très tôt, j'ai su, de par mon histoire, en fait, de ce que j'ai vécu donc dans mon enfance, j'ai su que je voulais donner un sens européen à ma vie professionnelle, puisque être partie d'une institution européenne, travailler pour l'Union européenne, ça veut dire que on travaille pour quelque chose qui permet à mes enfants, par exemple, de jamais vivre ce que moi j'ai vécu, puisque le but de l'Union européenne, justement, c'est d'assurer la paix, la prospérité et la liberté entre les différents pays de l'Union européenne. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de m'engager dans un parcours européen. Qui m'a amené d'abord à travailler donc mes basiques, c'est-à-dire que j'ai commencé en fait avec un parcours littéraire parce que l'histoire c'est ma passion, donc je me suis toujours intéressée à l'histoire, aux langues, à la littérature. Donc j'ai un parcours assez classique en fait, finalement aujourd'hui. On dirait en géopolitique, en spécialité géopolitique. J'ai fait ensuite une prépa littéraire au lycée Hélène Boucher à Paris. Et j'étais, en fait, quand je devais commencer ma vie professionnelle et choisir mes études, le parcours européen de la Roumanie était un peu assez loin. Donc, j'ai choisi de travailler, en fait, et de faire des études très terrain, donc dans une école de commerce. Je voulais comprendre les basiques du fonctionnement d'une entreprise, ce qui m'a beaucoup aidé par la suite. Et in fine, à un moment donné, vers 2006, la Roumanie avait enfin une perspective européenne. Donc, je travaillais dans une entreprise française et j'ai démissionné pour aller au Collège d'Europe à Bruges, où j'ai été prise. Le Collège d'Europe, c'est une université en fait qui donne une formation très spécialisée dans les affaires européennes. Donc, c'est à Bruges, en Belgique.
Donc, je suis allée là-bas et j'ai connu une vraie expérience de la vie européenne. C'est très intéressant. Je recommande fortement, si un jour vous voulez travailler pour l'institution européenne, de passer par le Collège d'Europe parce que vous allez vivre avec des étudiants de partout dans le monde, d'Europe, mais aussi dans le monde. Donc, vous voyez, en fait, vous allez voir comment eux, ils perçoivent l'Union européenne. Moi, j'ai eu des collègues colombiens, américains, qui étaient mais éberlués par rapport à ce que l'Union européenne représente. Voilà, l'Union européenne, c'est un modèle, surtout en Amérique du Sud. Et donc, j'ai passé une très belle année au Collège d'Europe. J'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance de rencontrer des décideurs de l'Union européenne. Et puis, in fine, en 2011, après avoir passé le concours, j'ai eu la chance de rentrer au service donc, de la Commission européenne, où pendant 7 ans et demi, j'ai travaillé sur la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le pacte vert européen, donc la transition climatique de l'Union européenne. Et puis, depuis 2018, je suis en France. On est là, la caméra, vous me dites quand je peux la mettre, quand vous êtes être photographié. J'ai eu la chance de travailler sur le plan de relance européen, de négocier les 40 milliards que la France a reçus en investissement pour se rétablir suite à la pandémie. Et depuis 1 an, je suis porte-parole en France de la Commission européenne. Donc, mon rôle, j'ai vu qu'il y a des questions, donc justement, je vais vous expliquer davantage mon rôle dans les questions. Après, on m'a aussi dit de vous expliquer très rapidement comment fonctionne l'Union européenne, mais vraiment très rapidement. C'est quoi on entend souvent à la télé, Bruxelles, Bruxelles a dit, Bruxelles a fait, Bruxelles nous dicte. Enfin, Bruxelles n'existe pas. Bruxelles, c'est plusieurs institutions. C'est la Commission européenne, c'est le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen. Et chaque institution, ce n'est pas une lourdeur bureaucratique. Chaque institution représente quelque chose. La Commission européenne représente l'intérêt général européen. Et c'est la Commission européenne qui a le rôle de proposition, c'est-à-dire que toutes les lois européennes qui se concrétisent dans votre vie, normale, dans votre vie, sont proposées par la Commission européenne. Mais attention, la Commission n'impose rien. Derrière, il y a les États réunis dans le cadre du Conseil de l'Union européenne et les députés européens qui sont réunis au Parlement européen qui décident. C'est-à-dire que la Commission propose quelque chose et in fine, qui décide? C'est les ministres qui sont élus et puis les ministres qui sont élus dans leur État membre et ensuite les députés qui sont élus, donc députés européens qui sont élus dans le cadre des élections européennes. Et voilà, donc ça, c'est le mécanisme de prise de décision. Après, on entend souvent aussi que la Commission européenne n'est pas démocratique. Alors, il faut savoir que les commissaires européens sont nommés par les États membres et in fine, ils passent un exercice qui est très difficile. C'est une audition devant le Parlement européen. Souvent, ils sont recalés. Certains sont recalés. Par exemple, il y a quelques années, Sylvie Goulard a été recalée par les députés. Il y a d'autres commissaires, un Italien, un Roumain, une Slovène. Enfin, il y a des exemples à chaque fois, à chaque nouvelle commission, des commissaires nommés qui ne sont pas in fine désignés par le Parlement européen puisqu'ils ne passent pas cette étape très importante, une étape démocratique qui est très importante de l'audition parlementaire. Et ensuite, il y a un vote aussi bien pour la présidente de la Commission européenne qui est élue par les députés européens qui sont eux-mêmes élus démocratiquement et ensuite le Parlement européen vote sur l'ensemble de la Commission européenne. Donc, il y a un double vote démocratique sur la Commission européenne. Si ces éléments vous intéressent, la représentation en France a créé une initiative qui s'appelle les décodeurs de l'Europe pour expliquer comment l'Europe fonctionne aussi, comment l'Europe agit et puis pour lutter aussi contre la désinformation et les
les fausses interprétations de la législation européenne. Donc, les idées reçues, l'Erasmus c'est pour les riches, l'Europe est antisociale. Là, on a beaucoup de fiches sur l'Ukraine, par exemple, sur quelle est l'action de l'Union européenne en Ukraine. L'Europe peut-être se passer du gaz russe, par exemple, la Commission décide seule de sanctions. Donc, si ces éléments vous intéressent, sachez que sous le site de la représentation en France de la Commission européenne, il y a un onglet, les décodeurs de l'Europe, où vous allez trouver une centaine de fiches qui expliquent aussi bien les idées reçues que le fonctionnement de l'Union européenne et l'actualité des politiques européennes. Merci beaucoup pour cette introduction complète, à la fois sur vous, votre parcours, les institutions un peu dans leur ensemble, et puis des pistes pour déjà aller se renseigner sur des sites et des ressources utiles. Alors, avant qu'on démarre, il y a un sujet donc, avec les classes donc, de Madame Jacquet et la classe effectivement donc, de Madame, je pense, Agostini, puisqu'on ne les voit plus. Donc, je ne sais pas donc, si vous pouvez... Voilà. Super, génial. Remettre votre caméra. Et Madame Jacquet, j'ai volontairement désactivé votre micro car cela faisait des bruits assez désagréables. Et je pense que voilà, quand Madame Révol ou les autres classes vont parler, il faudra bien penser à désactiver votre micro. Donc ça implique qu'il y ait quelqu'un en effet qui soit à côté de l'ordinateur pour activer et désactiver le micro en fonction des prises de parole. Donc bon, on va voir si la classe de Madame Jacquet revient parmi nous, ce qui serait chouette. Et donc en effet, on a regardé donc vos questions et il y a un peu, on a vu en gros plusieurs grands thèmes qui se sont dessinés. Donc il y a d'une part plein de questions sur, voilà, plus détaillées sur le rôle de porte-parole de la commission, le métier de Madame Révol, son parcours, toutes ces questions un peu d'ordre à la fois personnel sur elle et sur son métier. Également des questions sur le fonctionnement voilà, de la Commission ou des institutions européennes. Ensuite, on a vu beaucoup de questions sur la guerre en Ukraine. Enfin, il y avait aussi quelques questions sur la gestion de la crise du Covid. Et un autre donc, grand thème qui s'est dessiné, c'est vraiment la place de l'Union européenne un peu vis-à-vis d'autres grandes puissances, donc la place de l'Union européenne dans le monde. Et enfin, dernier groupe de questions, vous aviez aussi pas mal de questions, je pense, sur l'euroscepticisme, les critiques vis-à-vis de l'Union européenne, ou comment contrer un peu justement tous ces discours négatifs sur l'Union européenne, quels arguments pouvoir déployer, ce genre de choses. Donc, ce qu'on va essayer de faire, si ça vous va, c'est pas de poser les questions dans le désordre, mais c'est un peu d'aborder ces grands thèmes et on verra jusqu'où on a le temps d'aller, puisqu'on a donc une heure en tout et pour tout et qu'on a déjà bien avancé. Donc, si ça vous va, on peut commencer par un peu les questions justement sur le rôle de porte-parole, toutes les questions que vous aviez sur justement le métier de Madame Révol et le fonctionnement des institutions. Et ensuite, on pourra du coup aller sur d'autres thèmes qui vous intéressent. Est-ce que ça vous convient qu'on fasse comme ça ? Alors, est-ce que la classe du coup de Madame Rosereau, vous voulez vous lancer du coup dans les premières questions ? Allez. Bon, allez, je vais me lancer à leur place et après ils viendront, je sais, je les connais. Donc, il y avait des questions qui étaient les... Pardon ? Vous m'entendez ou pas ? Oui, il vaut mieux vous rapprocher, je pense. Mettez-vous plutôt dans le couloir, un peu plus proche, ce sera mieux. Voilà, ici, c'est parfait. Donc, des questions qui étaient liées aux institutions européennes, mais vous avez répondu en partie. Le deuxième type de question, c'était lié au choix politique de l'Union européenne par rapport aux questions d'actualité. Puisqu'en AGGSP, on travaille sur la gestion des frontières, l'Union européenne à travers les frontières et les flux migratoires. Et puis, bien sûr, comme la classe entière a fait une émission web radio sur le conflit, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, c'était des questions liées à cette guerre, à la défense européenne aussi par rapport à l'articulation entre l'Union européenne et l'OTAN.
Ok. Et donc, on va commencer par le début. Donc, et vous aviez des questions très intéressantes, du coup, justement, sur le rôle de porte-parole, etc. Donc, allez-y, la parole est à vous. Et les élèves, ne soyez pas timides. Sincèrement, on est vraiment là pour discuter avec vous. Et cette rencontre, elle est à votre... voilà, pour vous. Donc saisissez voilà, l'opportunité de pouvoir discuter avec Madame Rivol. En plus, vous aviez des questions très intéressantes. Alors sinon, on peut passer à la classe, si vous n'avez pas de questions du coup dans la classe de Madame Rosereau, on peut passer à la classe de Madame Agostini. Vous avez des questions du coup sur... je vois une question chez Madame Rosereau. N'hésite pas à t'avancer. Alors, à quoi ça sert la commission? À quoi ça sert la commission? Très bonne question. On entend souvent plein de choses sur la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, comme je disais, a une fonction qui est très importante, c'est de proposer les lois européennes. Par exemple, on a proposé l'année dernière, c'est en cours d'approbation par le Conseil et le Parlement, le chargeur universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'auras plus les 20 chargeurs que tu as d'habitude, tu auras un seul chargeur qui est le chargeur universel. Donc ça, c'est une proposition de la Commission européenne. Aujourd'hui, par exemple, quand tu voyages, tu as plus de frais de roaming. Ça, c'est aussi une proposition de la Commission européenne qui a été approuvée par les ministres et les députés européens. Quand on voyage en Europe, par exemple, en voiture, il n'y a plus de frontières. C'est une proposition de la Commission européenne qui a été approuvée par le Conseil et le Parlement. Donc, la Commission, en fait, elle propose les lois européennes. Il faut savoir que les lois européennes, aujourd'hui, on est sur des lois qui répondent aux grands défis de notre temps, le défi climatique, le défi économique, le défi géopolitique. Pour prendre un exemple aussi plus proche de nous, pour la pandémie, c'est la Commission européenne qui a acheté en commun les vaccins et on était le seul continent au monde à avoir assez de vaccins pour permettre à chacun de pouvoir se vacciner. Ensuite, la décision est bien sûr appartenait à chacun, mais en tout cas de pouvoir le faire. Et puis, on exportait aussi envers le reste du monde. Il faut savoir qu'on a mené donc le plus grand programme de vaccination au monde avec 5 milliards de doses produites en Europe et des doses qui ont été ensuite, pour certaines, ont été exportées vers des pays tiers. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on était le seul à avoir fait. Donc ça, c'est l'achat commun de vaccins. C'est la première fois que ça a été fait dans l'histoire européenne. Et c'est la Commission européenne qui s'est chargée d'acheter ces vaccins. Aujourd'hui, vous avez des questions sur la défense aussi, par exemple. C'est la Commission qui propose les sanctions, par exemple, qui propose aussi l'aide macroéconomique à l'Ukraine, parce qu'il faut savoir que l'économie ukrainienne a connu une baisse de 35% cette année. Et donc, l'Union européenne envoie de l'argent et ces propositions d'aide économique sont faites par la Commission européenne. Donc voilà, ça c'est pour des exemples très concrets de lois européennes qui sont ensuite, encore une fois, approuvées par le Conseil et donc par les États membres et par le Parlement européen, par les députés européens. Donc la Commission ne décide de rien toute seule. Ensuite, la Commission gère aussi le budget de l'Union européenne. Donc il faut savoir que l'Union européenne a un budget équivalent à 1% de la richesse globale des États membres pour 7 ans. Et derrière, il y a des programmes comme Erasmus, par exemple, et ça, c'est géré par la Commission européenne. Donc aujourd'hui, pour la période qui a commencé maintenant en 2021 jusqu'en 2027, qui a commencé l'année dernière, le temps passe vite, il y a un budget de 27 milliards d'euros pour permettre des mobilités, y compris pour les élèves des filières professionnelles, pour les filières agricoles, pour les chômeurs, pour les entrepreneurs. Enfin, Erasmus, c'est très large.
Ensuite, bien sûr, il y a le plan de relance qui est aussi, donc l'argent vient du budget de l'Union européenne et il est géré par la Commission européenne. Donc, il faut savoir que pour la première fois dans notre histoire, nous sommes endettés. Donc, c'est la Commission européenne qui emprunte pour les États membres, pour le plan de relance, pardon, à hauteur de 800 milliards d'euros. Donc, c'est le plus grand plan de relance de l'histoire européenne. Et derrière, ce n'est pas les citoyens qui vont rembourser, c'est de nouvelles ressources propres européennes et on va rembourser sur 30 ans à partir de 2028. Donc, on est donc sous la gestion du budget de l'Union européenne et le budget de l'Union européenne, c'est très concret. Donc, j'ai donné l'exemple d'Erasmus, mais pour le plan de relance, je suis sûre que vous avez tous entendu parler de ma prime Rénov, qui est entièrement financée par ce programme de relance européen. Le plan 1 Jeune une solution, peut-être que vous avez même bénéficié. La rénovation, je ne sais pas si vos écoles vont être rénovées, mais en tout cas, il y a de fortes chances que ça se fasse par le plan de relance européen. S'il y a de la numérisation dans vos classes, encore une fois, c'est le plan de relance européen. Et puis après, il y a un certain nombre de cathédrales, par exemple, partout en France, de lieux de culture qui sont aussi rénovés par le plan de relance européen. Par exemple, si vous visitez le Mont Saint-Michel, la cathédrale du Mans, c'est pas dans votre coin de France, mais en tout cas, ce sont des monuments de culture qui sont financés par le plan de relance européen. Donc voilà pour le rôle, donc proposition législative, exécution du budget, et puis après la Commission a aussi un rôle très important, c'est-à-dire qu'elle est gardienne du traité, parce que l'Europe c'est un marché. Et le marché commun, ce qui fait que c'est ça qui fait notre force, c'est-à-dire qu'on est unis. Un seul pays, c'est un petit marché, mais à 27, nous sommes le deuxième plus grand marché au monde et nous sommes le plus grand marché intégré. Donc, du coup, ce qui fait notre force, c'est qu'on a les mêmes règles partout. Sauf que parfois, les États n'appliquent pas les mêmes les règles sous lesquelles ils sont mis d'accord à Bruxelles. Et donc, la Commission doit faire en sorte que tous les États appliquent ces règles. Donc, c'est sa fonction de gardienne des traités. Et donc, lorsqu'un État n'applique pas les règles, elle engage un dialogue avec les États pour s'assurer que les règles soient mises en place dans chaque État. Et si ce dialogue constructif échoue, derrière, la Commission peut saisir la Cour de justice. Et in fine, c'est la Cour de justice qui peut condamner l'État membre pour non-transposition, non mise en œuvre des directives européennes. Et puis, si derrière, l'État persiste et ne met pas en œuvre, il y a de l'argent, en fait. Elle peut être condamnée, donc l'État peut être condamné à payer des frais journaliers. C'est le cas en ce moment de la Pologne, qui est en train de payer 1 million par jour pour non-transposition d'une loi européenne. Merci beaucoup. Madame Jacquet, est-ce que vous pouvez du coup ouvrir votre micro? Oui, super. Oui, bonjour. Désolée, nous avons pris la réunion en retard. On avait un problème de salle. Donc, on va peut-être poser une question qui a déjà été posée. Nous prions de vous excuser. Voilà. Allez-y. Oui, vas-y. Bonjour. Comment l'Union européenne réagirait face à l'invasion de la Russie dans un pays européen? Donc, comment l'Union européenne a réagi à l'invasion en Ukraine, c'est ça? Oui, elle réagirait. C'est bien ça? Oui. Oui, parce que je vous entends un peu de loin. Donc, ok, merci beaucoup. Non, la question n'a pas été posée justement. Merci pour cette question d'actualité qui est très importante parce qu'effectivement, la guerre est revenue sur le continent européen. Je vous disais au début, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je suis née en Roumanie et j'étais encore en Roumanie quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie et je vivais pas très loin de la frontière et j'ai encore en tête les images justement de cette guerre en ex-Yougoslavie, sauf que cette fois-ci, on a une guerre d'invasion par la Russie en Ukraine. Donc, l'Ukraine a une frontière commune avec 4 États membres de l'Union européenne.
Et derrière cette guerre en Ukraine, c'est un modèle, en fait, c'est une guerre entre deux modèles, un modèle justement démocratique européen entre des valeurs et puis un modèle autocrate. Et l'Union européenne a réagi vraiment très très vite. La guerre a commencé le 24 février. Et en fait, Poutine a uni plus que jamais les États membres. Ça a surpris plus en fait, le fait que l'Union européenne a eu une réaction rapide. On dit souvent que l'Union européenne est lente. Là, il y a eu des réactions très, très rapides qui ont été prises et puis des réactions historiques. Bon, on a tout d'abord adopté dès le 22 février, parce que les premières annonces sur le Donbass ont été faites le 21 février. Donc, dès le 22 février, on a adopté un premier paquet de sanctions ciblant un certain nombre de responsables russes. L'Allemagne a abandonné le développement du gazoduc Nord Stream, justement pour être moins enfermée dans sa dépendance aux énergies fossiles russes. Et ensuite, après, donc, vous savez, les sanctions, c'est pas avec les sanctions qu'on finit une guerre. Donc, des mesures vraiment historiques qu'on n'a jamais prises au niveau de l'Union européenne ont été prises 3 jours après le début de la guerre. Dès le 27 février, l'Union européenne a débloqué 500 millions d'euros pour armer l'armée ukrainienne qui se bat en fait pour notre liberté, parce qu'elle se bat pour garder nos valeurs. Et ça, c'est unique parce que l'Union européenne est un projet de paix. Et puis, il y a dans l'Union européenne certains États qui sont neutres et donc certains États qui ne voulaient pas financer des dépenses létales. Pour les armes létales. Or, il se trouve qu'on a trouvé l'unanimité, il nous fallait l'unanimité pour approuver ce financement historique. Donc, après 3 jours, on a pris une mesure qu'en conditions normales, on aurait mis des années à la prendre. Donc, Poutine a uni tous les États membres pour prendre cette décision historique de financer l'armée ukrainienne avec des armes létales. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est à 2 milliards d'euros de financement de l'armée ukrainienne. Alors 2 milliards, c'est que le financement de l'Union européenne, parce que derrière, bien sûr, les États peuvent aller au-delà du financement européen. Mais ça, c'est une décision historique, parce qu'on a souvent dit que l'Europe de la défense n'existe pas, que l'Europe est trop lente pour prendre des décisions. Et là, on a montré qu'on peut prendre des décisions historiques dans des domaines où on agit à l'unanimité, où tous les États n'ont pas la même vision, et on a pris une décision en tant qu'Union européenne, et on continue à aider l'armée ukrainienne. Et ça, encore une fois, c'est une décision historique. On peut dire qu'en quelques jours, l'Europe de la défense est devenue concrète. Elle s'est développée beaucoup plus qu'en 20 ans depuis qu'elle a été lancée. Donc ça, c'est pour la défense, parce qu'une guerre se gagne sur le terrain de bataille. Donc ça, ce sont des éléments très concrets, et finalement, c'est l'Europe du concret qui agit. J'ai parlé tout à l'heure dans l'exemple sur le rôle de la Commission des aides macroéconomiques. Donc, il faut savoir que depuis 2014, l'Union européenne aide l'Ukraine. Donc, depuis le début, depuis l'annexion de la Crimée, l'Union européenne aide l'Ukraine. L'Union européenne a déjà investi en Ukraine sous forme de prêts 14 milliards d'euros depuis 2014. Et aujourd'hui, il y a presque 3 milliards d'euros supplémentaires qui ont été débloqués pour aider l'économie ukrainienne. Et juste ce point, parce que j'ai parlé de 2014, j'aimerais faire un rappel. L'annexion de la Crimée a été générée par la révolte du peuple ukrainien qui voulait en fait que le président de l'époque signe l'accord d'association à l'Union européenne, parce que l'Ukraine a justement depuis 2017 un accord d'association qui l'attache à l'Union européenne. Par exemple, les Ukrainiens depuis 2017 n'avaient plus de visa pour rentrer dans l'Union européenne. Donc, il faut comprendre aussi les racines européennes, justement, le peuple ukrainien avait des aspirations européennes dès 2014, cette volonté donc de
d'être arrimés au projet européen au nom de la liberté. Ensuite, pour l'accueil des réfugiés, donc il faut savoir que très rapidement, donc les femmes et les enfants sont partis d'Ukraine, les hommes sont restés, mais les femmes et les enfants sont partis, et l'Union européenne a activé une directive sur l'accueil temporaire des réfugiés pour leur permettre d'avoir un accompagnement social pour pouvoir travailler, pour pouvoir rester dans l'Union européenne et aussi jusqu'à 3 ans, et puis pour pouvoir aller à l'école, bien sûr, et avoir toutes les aides pour pouvoir vivre correctement dans l'Union européenne, y compris de l'aide psychologique. Et donc ça, encore une fois, c'est unique dans l'histoire de l'Union européenne. C'est ce marque de solidarité. Il y a plusieurs millions des réfugiés aujourd'hui dans l'Union européenne, environ 5 millions. Et il y a aussi autant de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Et pour ces déplacés-là, l'Union européenne a aussi installé des hubs humanitaires en Pologne, en Roumanie pour les aider, aussi bien des contributions économiques pour les aider. Et puis bien sûr, il y a les sanctions. On a pris des sanctions historiques et des sanctions qui sont prises avec le reste du monde, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni. Bon, tout le monde n'y est pas, il faut le reconnaître. Il y a certains États d'Afrique qui ne sont pas, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, mais il y a la moitié de l'économie mondiale qui est dans ces sanctions. Donc, c'est des sanctions historiques, des sanctions coordonnées. Donc, il y a des sanctions sur les personnes, sur les entités. Donc, Poutine est sanctionné sur des entités. Les banques russes sont sorties d'un système de paiement qui s'appelle le système SWIFT. La Banque centrale russe, ça c'est une mesure très importante, on a gelé les avoirs de la Banque centrale russe en euros et en dollars. Donc la réserve en fait de guerre d'une certaine façon de Poutine. Donc on a coupé en partie les réserves de guerre du régime de Kremlin. Et bon, il y a aussi des sanctions contre certains secteurs de l'économie russe, notamment l'aéronautique, le maritime. Les avions russes ne peuvent plus voler au-dessus du ciel européen. Pareil pour les navires. On a pris des mesures très 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 poussées. Donc, on a par exemple interdit Russia Today et Sputnik parce qu'ils véhiculaient une propagande de guerre. C'est un instrument de propagande de guerre, en fait, dans l'Union européenne. Et puis, nous avons aussi bien sûr, en fait, ces mesures ne ciblent pas le peuple russe. Ce sont des mesures qui ciblent le régime de Kremlin. C'est pour ça que, par exemple, les sanctions sont très ciblées. Sont ciblées pour toucher le maximum le régime de Kremlin et pas le peuple russe. Après, nous travaillons de manière très poussée pour en finir avec notre dépendance aux énergies fossiles russes. Il y a un embargo sur le charbon qui a été approuvé et un autre sur le pétrole qui est en discussion. Et nous avons proposé justement hier un plan pour en finir avec les dépendances envers le gaz russe, donc en finir avec 2/3 des importations d'ici la fin de l'année et puis la totalité d'ici 2027. Et ce qui va aider non seulement à la géopolitique, donc c'est-à-dire en finir avec ce partenaire qui n'est pas fiable et qui fait la guerre à un pays souverain, mais aussi c'est bon pour la planète parce que nous allons, en fait, ce que nous avons présenté, c'est un plan massif de développement de renouvelables en Europe, notamment du solaire, et puis aussi de réduction de la demande, c'est-à-dire faire des économies massives d'énergie, notamment en isolant les bâtiments. Est-ce que vous avez bien tout compris, la classe de Madame Jacquet? Est-ce que vous avez des questions complémentaires sur cette réponse bien étoffée sur la réponse de l'Union européenne à l'attaque du coup russe en Ukraine? Non, merci, c'est bon, on a tout compris.
Ok. Oui, c'est bon, merci. Merci beaucoup, au revoir. Est-ce que la classe de Madame Agostini, du coup, vous souhaitez poser des questions ou l'une de vos questions? Bonjour, je m'appelle Hugo et ma question c'était de savoir si le Royaume-Uni pouvait revenir dans l'Union européenne. Merci Hugo. En fait, l'Union européenne, c'est une union où chacun est libre de rentrer ou de sortir. C'est-à-dire qu'il y a il y a une clause qui dit qu'on peut sortir librement, donc c'est-à-dire qu'on peut choisir de sortir. Ensuite, pour revenir, c'est une décision souveraine de chaque État. Donc, il y a un processus ensuite qui doit être rempli, demande d'adhésion, et une évaluation de tout ceci. Donc, je dirais que est-ce que le Royaume-Uni pourrait revenir dans l'Union européenne? Je dirais que la décision, c'est une décision tout d'abord du Royaume-Uni qui est un pays souverain. Mais bon, même si le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, ça veut dire qu'il ne participe plus aux prises de décision de l'Union européenne, il ne participe plus au budget de l'Union européenne. Par exemple, là, dans la guerre en Ukraine, ce que nous avons vu, c'est qu'on travaille de manière très étroite avec le Royaume-Uni pour que nos sanctions et nos mesures s'alignent. Ok, donc a priori, ce serait donc une décision du Royaume-Uni de faire une nouvelle demande d'adhésion si jamais dans 15 ans, le Royaume-Uni souhaite réintégrer l'Europe. C'est bien ça, du coup Oui, c'est une décision souveraine de chaque État. Alors, je crois qu'il y a la classe, du coup, on va prendre une question de la classe de Madame Rosereau. Mais par contre, jeune demoiselle, vous pouvez revenir après avec grand plaisir. Donc, on va prendre la classe de Madame Rosereau. Vous avez une question. Et votre micro, juste, je précise que votre micro est coupé et qu'il faut bien rallumer votre micro. Pensez-vous que l'Ukraine puisse intégrer l'Union européenne s'ils en font la demande, même s'ils ne sont pas vraiment en paix? Oui, alors l'Ukraine a déjà fait la demande pour intégrer l'Union européenne. La présidente donc, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est allée à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Elle lui a remis le questionnaire. C'est un questionnaire donc, que chaque État qui veut être candidat à l'Union européenne doit remplir. Donc, elle lui a remis ces questions parce que c'est le rôle de la Commission ensuite de donner une opinion sur les réponses qui ont été apportées par l'Ukraine. Et in fine, donc, c'est les États membres qui doivent décider s'ils offrent ou pas je veux dire, si l'Ukraine a décidé si l'Ukraine peut devenir pays candidat ou pas. Et ce sera une décision justement que les États vont avoir au Conseil européen du mois de juin. Merci beaucoup. Il faudra donc attendre un petit peu, mais voilà, pas très longtemps pour en savoir plus. Du coup, dans la classe de Madame Agostini, je vous redonne la parole et ensuite on donnera la parole à nouveau à la classe de Madame Jacquet. N'hésitez pas si vous avez des questions un peu en lien pour qu'on essaye de faire un peu par grand thème. Donc, Et si l'Écosse sort du Royaume-Uni, est-ce qu'elle pourrait intégrer l'Union européenne? Alors, je ne vais pas spéculer sur des décisions qui seront prises par chaque État souverain parce que ce sont des décisions que chaque État doit prendre. Il y a un processus pour sortir du Royaume-Uni, un référendum. Enfin, je ne peux pas spéculer sur des hypothèses. Mais par contre, la procédure reste la même, c'est-à-dire que pour intégrer l'Union européenne, il faut d'abord une décision souveraine d'un État souverain. C'est-à-dire qu'un État doit choisir de
faire la demande. Ensuite, il y a un processus derrière avec un certain nombre de critères qui doivent être remplis par chaque État pour être membre de l'Union européenne. Et in fine, ce sont les États qui vont prendre la décision. Donc, c'est les États membres de l'Union européenne qui prennent la décision à l'unanimité. Ok, merci beaucoup. Est-ce que la classe de Madame Jacquet, vous avez d'autres questions Oui, on a deux questions, Oui. s'il vous plaît. La première, c'est pourquoi le salaire minimal adéquat n'est pas le même dans tous les pays de l'Union européenne, alors que le SMIC européen existe? Ok. La deuxième question. Est-ce que la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu une influence sur le taux de pauvreté en Europe et en France? Ok. Alors, sur le taux de pauvreté, justement, la Covid, effectivement, c'est la plus grosse crise sanitaire et économique que nous avons vécue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ça la nouveauté de la réponse européenne, c'est que très rapidement, après le début de la crise, l'Europe a mis en place le chômage partiel, c'est-à-dire le financement du chômage partiel au niveau européen. En France, le chômage partiel n'a pas été financé par l'Europe, c'est l'État qui l'a financé sur de la dette. Mais au niveau européen, la Commission a proposé justement un instrument qui s'appelle SURE et qui a profité à environ 20 États membres de l'Union européenne, notamment à l'Espagne, à l'Italie, mais aussi à des pays de l'Est de l'Europe comme la Roumanie, par exemple. C'était la première fois de l'histoire, par exemple, d'un pays comme la Roumanie qu'il y avait du chômage partiel massif. Et d'ailleurs, dans plein d'États, c'était la même chose. En Espagne, par exemple, 2 Espagnols sur 3 ont eu leur chômage partiel financé par l'Union européenne. Et puis derrière, on a pris justement une mesure historique, celle du plan de relance, donc celle d'emprunter ensemble 800 milliards d'euros pour investir dans l'Europe de demain. Et in fine, on voit que la plupart des États sont revenus à des niveaux de richesse avant crise grâce à cette injection massive d'investissement dans tous les États membres de l'Union européenne. Et le plan de relance, il est basé en fait, l'allocation du plan de relance est basée sur la solidarité, c'est-à-dire que les États qui ont régressé le plus du point de vue économique, c'est les États qui ont reçu le plus d'argent. Par exemple, l'Italie a reçu 200 milliards d'euros, l'Espagne 70 milliards d'euros en subventions et l'Italie elle a 200 milliards d'euros parce qu'il y a aussi des prêts. La France a reçu 40 milliards d'euros de subventions, c'est-à-dire de l'argent frais qui ne doit pas être remboursé. Et donc, tout ça a permis d'éviter une crise sociale en Europe. Et aujourd'hui, on voit avec la crise en Ukraine, par exemple, elle a pu avoir des effets sur le prix de l'énergie. Et on voit que des mesures d'urgence ont été prises sous forme de tickets pour les personnes les plus vulnérables. Ce sont en fait plein de mesures qui ont été prises, différents types de mesures dans tous les États membres de l'Union européenne et des mesures qui sont possibles en fait dans le cadre des lois européennes où on peut avoir un certain nombre de dérogations en cas d'événements exceptionnels. Et cet événement exceptionnel, c'est la guerre en Ukraine. Donc, il n'y a pas une augmentation de la pauvreté en Europe. Justement, on est sur une... donc l'Europe sociale et l'Europe et l'équilibre de vie européen, la prospérité aussi fait partie du mode de vie européen. Donc ça justement c'est la bonne transition pour votre deuxième question. Alors les États membres et le Parlement discutent en ce moment d'une loi européenne qui a été proposée par la Commission justement pour s'assurer qu'on a un SMIC européen, c'est pas un SMIC européen, pardon, qu'on a des salaires minimums adéquats partout dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'on aura un SMIC européen. On aura en fait, l'idée c'est que dans chaque État, le SMIC puisse permettre de vivre de manière adéquate et donc justement de lutter contre la pauvreté. Parce que dans certains États, effectivement, le salaire minimum ne permettent pas de vivre de manière adéquate et on a aussi perçu effectivement une augmentation de la pauvreté dans certains États de l'Union européenne. Donc,
le but de cette proposition de la Commission européenne, c'est de créer de SMIC adéquats dans chaque État membre de l'Union européenne. Et cette loi européenne est en cours de discussion. Il y a des grosses chances qu'elle soit approuvée donc par les États membres et le Parlement européen pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui finit fin juin. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, dans la classe, donc peut-être de Madame Rosereau, il y a une autre question. Il nous reste encore 10 petites minutes pour échanger. Est-ce que voilà, il y a d'autres thèmes que vous souhaitiez aborder? Quel est le lien entre la défense européenne et l'OTAN, c'est ça? Oui? Oui, c'est ça. C'est ça? Alors, oui. Alors, l'Union européenne, en fait, chaque année, vous savez, il y a un discours qui se tient à Strasbourg. Je pense que vous ne le savez pas, mais je vous le dis parce que c'est important. À Strasbourg, il y a le Parlement européen. Chaque année, il y a un discours très important. C'est le plus grand discours démocratique en Europe puisqu'il s'adresse à 400 millions de citoyens presque, donc les citoyens de l'Union européenne, qui est fait par la présidente de l'Union européenne. C'est le discours sur l'état de l'Union. Et dans ce discours, la présidente expose les grandes priorités de l'Union européenne pour l'année à venir. Et une des priorités exposées l'année dernière, c'était l'Union de la défense. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a expliqué justement dans ce discours que l'Union de la défense, elle a deux pieds. Un pied qui est l'OTAN et un pied qui est l'Union européenne. Et les deux sont complémentaires. Puisque aujourd'hui, dans le monde actuel, on vit dans un monde où on a un monde où les crises deviennent de plus en plus complexes. On voit bien avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est une guerre sur le terrain, mais aussi c'est une guerre cyber. Il y a eu des menaces hybrides, notamment avec le Belarus. Et donc, il faut pouvoir répondre à ces menaces cyber, à ces menaces hybrides, aussi au niveau de l'Union européenne. Et justement, au niveau de l'Union européenne, ce que nous avons créé, c'est pour la première fois, une première stratégie européenne de défense qui prévoit l'établissement d'un corps européen de 5000 personnes qui peuvent répondre aux différents types de crises au niveau européen. Et bien sûr, cela n'exclut pas le fait qu'on a une relation de proximité, de complémentarité avec l'OTAN. Il faut savoir que tous les États membres ne sont pas membres de l'OTAN. Certains, donc la Suède et la Finlande, viennent de faire la demande pour être membres de l'OTAN. Et au niveau de l'Union européenne, on a aussi une clause de solidarité qui dit que si un État membre est attaqué, il peut faire la demande d'entraide, et la France a activé justement cette demande d'aide européenne de solidarité après les attentats terroristes en 2015. Merci beaucoup. La classe de Madame Agostini, vous aviez donc une dernière question. Bonjour, je m'appelle Zoé et j'ai une question en ce qui concerne les critiques de l'Union européenne, et j'aimerais savoir quels sont vos arguments face au débat anti-Union européenne qui peuvent exister. Alors, je crois que l'argument le plus simple, c'est de parler des choses concrètes, des choses que chacun peut voir dans sa vie quotidienne, de voir que finalement l'Europe est partout dans notre quotidien et qu'on a des choses très concrètes, et je crois aussi que ce qui est important, c'est de montrer que l'Europe a un visage, parce qu'on dit souvent que l'Europe c'est un monstre froid et qui n'est pas incarné. Donc il y a
un point qui est important, c'est de faire incarner l'Europe, humaniser l'Europe avec donc ceux qui la représentent, les politiques européens, donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les différents commissaires européens. Et c'est aussi mon rôle en tant que porte-parole d'accompagner la visibilité médiatique de ces grandes figures européennes dans les médias français. Ensuite, il faut parler de l'Europe du quotidien. L'Europe est partout dans notre vie et elle apporte vraiment des bénéfices concrets. Je vais vous parler en introduction de mon histoire à moi. Donc, quand j'étais petite, par exemple, le pain était rationné parce qu'on vivait dans un régime communiste totalitaire. Voilà, aujourd'hui, dans l'Union européenne, on connaît la prospérité. On connaît cette prospérité malgré les crises que nous avons vécues, des crises quand même très fortes, la pandémie, une guerre sur le continent européen. Et malgré tout, nous sommes un continent où d'autres nous envient notre mode de vie parce que nous sommes un pays, un continent qui prend soin de ces minorités, qui prend soin de ses aînés, où les droits des femmes sont respectés, nos données sont protégées, par exemple. Vous savez, nous sommes les précurseurs en matière de protection des données. Vous voulez sur un site, tout de suite, on vous demande si vous êtes d'accord pour la protection de vos données. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'européen. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on vit en paix. Malgré le retour de la guerre en Ukraine, l'Europe est un continent de paix. Il ne faut pas oublier l'histoire. La France et l'Allemagne se font la guerre pendant 3 fois entre 1870 et 1945. Aujourd'hui, donc grâce à l'Union européenne, on a la paix en Europe. Et on veut que cette paix soit durable, d'où aussi notre aide importante pour l'Ukraine, parce que ce qui se joue en Ukraine, c'est aussi, c'est ce que je disais au début, c'est une guerre entre deux visions du monde. Voilà, après, vous avez l'Europe du quotidien, le chargeur universel, la libre circulation, le fait que vous pouvez aller en week-end à peu de frais en prenant une compagnie aérienne low cost partout en Europe. Et puis il n'y a pas de frontières, c'est-à-dire que Schengen, voilà, vous ne faites pas la queue à des frontières. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je venais en France en voiture, on devait avoir un visa pour traverser chaque pays. Après, il y avait les contrôles de frontières qui étaient très longs. Et donc tout ça, on ne connaît plus aujourd'hui, et il n'y a plus ça aujourd'hui en Europe. Et puis voilà, on a aussi créé des normes internationales, par exemple le certificat Covid, qui nous a permis de revenir à une vie à peu près normale. C'est un standard qu'on a créé en Europe et que maintenant le monde entier l'utilise. Et puis enfin, on travaille maintenant vraiment, c'est la priorité européenne pour la transition climatique et nous allons être le premier continent climatiquement neutre en 2050 et voire avant, avec tous les efforts que nous faisons pour en finir avec la dépendance envers les combustibles fossiles russes. Donc ce sont vraiment c'est très concret. Après, j'entends bien tout ce qu'on nous dit sur l'Union européenne, par exemple sur le fait qu'il faut désobéir. Alors, vous savez, l'Europe, c'est la création du consensus. On est fort parce qu'on est unis dans notre diversité et que chacun trouve son compte. Donc, on prend parfois du temps pour négocier des choses qui sont importantes parce qu'on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Et c'est-à-dire qu'aller dire on ne respecte pas une règle, ça affaiblit un État dans l'Union européenne plutôt que ça le renforce et ça affaiblit l'Europe. Or, un pays aujourd'hui face à la Chine, face à l'Inde et bien sûr face aux États-Unis n'est plus rien dans le monde actuel. Donc, on a besoin de la force européenne. Et la force européenne, c'est notre unité. Et ça, en fait, cette idée qu'il faut désobéir, en Europe, on peut négocier justement. La force de l'Europe, c'est de négocier selon ses préférences, savoir construire aussi des majorités autour de ses préférences. C'est-à-dire que si la France n'est pas d'accord sur un certain sujet, il faut savoir convaincre les autres États européens pour pouvoir changer l'Europe. Mais désobéir, je ne fais pas de politique, je vous explique. La France, en fait, est forte lorsque les forces de proposition, c'est la force de chaque État. Lorsque
elle est force de proposition, lorsqu'un État est force de proposition, ce qui est important justement, c'est d'impulser une vision pour l'Europe. Désobéir, ça ne change pas l'Europe et la force de l'Union européenne, parce qu'in fine, ce qu'on joue aujourd'hui, c'est aussi l'Europe en tant que puissance. Si aujourd'hui, on veut sortir de la dépendance envers les énergies fossiles russes, c'est aussi pour renforcer notre autonomie stratégique, c'est-à-dire renforcer notre force et faire que l'Union européenne est une puissance. Attention, ça ne veut pas dire que si l'Union européenne est une puissance, la souveraineté nationale disparaît. Parce qu'au niveau de l'Union européenne, on a une souveraineté partagée qui renforce la souveraineté nationale et qui fait qu'on est plus fort ensemble que tout seul. Et d'ailleurs, face aux défis du monde actuel, que ce soit le défi climatique, le défi numérique, que ce soit la pandémie, sans l'Union européenne, on ne peut pas faire. Je prends l'exemple des vaccins, encore une fois. La France n'aurait pas eu de vaccin sans l'Union européenne, c'est très simple, puisque supposons que la France aurait misé que sur le vaccin national, qui est le vaccin Sanofi, qui n'a pas abouti, les seuls en Europe qui auraient eu un vaccin auraient été les Allemands. Parce que le vaccin Pfizer, c'est le vaccin allemand. Donc, in fine, c'est la force, c'est le fait qu'on a acheté ensemble des vaccins. Donc, on s'est mis ensemble, la commission a négocié avec un pool de fabricants de vaccins qui avaient des chances d'aboutir. In fine, on a pu avoir des vaccins. Ensuite, à chacun de prendre la décision de se faire vacciner ou pas. Mais on a eu en Europe cette possibilité de le faire. Merci beaucoup. Il est 11h35. On arrive au bout là, de cet échange. Je ne sais pas si Madame Jacquet, vous avez vraiment une toute dernière, toute petite question à laquelle Madame Révol, parce que je vous avais promis une dernière question, mais rapide, parce qu'on va devoir libérer Madame Révol pour le reste de la journée. Bonjour, c'est une question d'une élève qui a peur d'être hors sujet avec la question, mais je la laisse la poser. Voilà, vous y répondez brièvement, mais je serais contente de pouvoir la poser. Voilà. La question, c'est est-ce que la Commission européenne prend-elle des mesures pour lutter contre l'homophobie? Contre l'homophobie. Oui. Oui, donc justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le modèle de vie européen, finalement, c'est le fait de protéger les minorités. Et justement, l'Union européenne promeut la promotion de minorités, et puis on protège justement les minorités. Ça fait partie justement de notre mode de vie européen. Merci beaucoup. On arrive donc au bout. Merci beaucoup donc aux 3 classes qui ont participé aujourd'hui donc à cet échange. Merci à Madame Révol pour sa présence aujourd'hui et toutes ces explications hyper concrètes et détaillées, à la fois voilà, entre le concret et le plus politique, pour bien comprendre les enjeux justement de l'Union européenne, et en tout cas les principales questions que vous posiez, voilà, et dont on voit qu'elles étaient très variées et très intéressantes. Donc merci beaucoup pour ces bonnes questions et pour votre temps. Du coup, les enseignantes, je crois qu'il n'y a que des femmes, n'hésitez pas à revenir vers moi à la suite pour nous faire vos retours sur cet échange, ou pour, voilà, si vous avez d'autres points que vous souhaitez discuter, n'hésitez pas. Et surtout à utiliser Educarte pour poursuivre le travail sur l'Union européenne, pour pouvoir voir justement cette réalité aussi de l'Europe. On a de très nombreux documentaires qui permettent de se figurer qu'est-ce que c'est que l'Europe aujourd'hui, notamment un beau documentaire sur la jeunesse, les fruits d'Erasmus, et justement tout ce que ça a créé en Europe pour les citoyens et les citoyennes. Voilà, merci beaucoup. On va donc clore. Juste un petit dernier mot. Merci beaucoup pour vos questions, et merci d'avoir pris votre courage à 2 mains pour poser
les questions. Ça peut paraître, je sais qu'il faut parfois du courage pour poser ces questions, mais en tout cas, j'étais ravie d'échanger avec vous. D'ailleurs, mon adresse email est publique, donc vous pouvez me contacter sur le site de la représentation en France de la Commission européenne. Il y a mon numéro de téléphone aussi, il y a mon adresse email. Et c'est le cas pour tous mes collègues d'ailleurs, parce que la Commission européenne est très transparente. Donc, vous pouvez contacter si besoin est. Et sachez que l'année 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. Donc, c'est votre année. Profitez justement des possibilités que l'Europe vous offre, que ce soit Erasmus, Discovery ou que ce soit le roaming, que ce soit la possibilité justement de voyager librement partout en Europe. Et puis, encore une fois, merci beaucoup pour votre intérêt pour l'Union européenne, parce que déjà, se poser plein de questions, ça veut dire que vous avez un intérêt pour l'Union européenne. Et aujourd'hui, j'étais dans mon rôle justement de vous expliquer ce que l'Union européenne fait. Et je remercie aussi aux enseignantes d'expliquer si bien l'Union européenne, parce que vous avez connaissance, je trouve, assez pointue sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur la qualité de l'Union européenne. Merci beaucoup pour cette conclusion et ce mot de la fin. Et bon après-midi, bon week-end à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.